Oui, je sais, le Charles de Gaulle risque d'arriver en Méditerranée après la fin de la guerre, mais moi j'ai 3 bonnes nouvelles, c'est votre argent, c'est votre week-end et c'est une émission, là j'exagère pas, hein. C'est une émission exceptionnelle, on va faire une émission spéciale guerre en Iran, on va essayer de décrypter, de commenter, d'analyser les événements qui ont marqué cette semaine de guerre sur l'économie, la finance, les marchés qui ont bougé, et évidemment votre argent et les conséquences pour votre argent, puisque c'est ça qui vous intéresse aussi. Au sommaire aujourd'hui, évidemment le mot de la semaine c'est war. La question macro c'est quel impact de la guerre en Iran en fonction des différents scénarios. On va essayer, je dis bien essayer, hein, personne n'a aucune certitude, malgré ce qu'on écoute sur pas mal de plateaux où les gens ont l'air de tout savoir sur ce qui va se passer, nous non. On va essayer de voir les différents scénarios et en fonction des différents scénarios, on va imaginer ce qui pourrait se passer pour l'économie. Le chiffre de la semaine, c'était cette hausse en 2 phases. D'abord 15% de hausse les 2 premiers jours et puis maintenant on en est à l'heure où on parle autour de 20 ou 25% de la hausse du pétrole. En deuxième partie de l'émission, justement, on va essayer d'analyser l'impact qu'a eu cette guerre sur les marchés. Finalement, ça a été assez académique. Vous verrez que les traders ont réagi comme ils devaient réagir. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on peut anticiper ? Est-ce qu'au contraire, il faut se mettre nous aussi dans des bunkers en termes de placement ? La question d'argent, quel est le placement la semaine, on va dire, du mois face à cette guerre ? Le top ou le flop ? Le top 3 des gérants pour 2026 et les actions à acheter ou vendre. Mais vous le savez maintenant. Qu'est-ce qu'il faut pour une émission spéciale guerre en Iran ? Non, il ne faut pas des soldats ni des généraux. On en a beaucoup qui s'expriment et qui feraient mieux de se taire. Non, il nous faut des invités exceptionnels. J'ai le plaisir de vous présenter notre Jedi de l'économie et de la finance. Elle est claire, limpide, rend accessible tous les messages complexes de l'économie. Anna Boata, vous êtes directrice de la recherche macroéconomique d'Allianz Trade. Est-ce que vous allez nous expliquer simplement ce qui se passe aujourd'hui ? Oui, je vais essayer. Et d'y voir clair. Il va nous révéler les secrets des placements des grandes fortunes qu'il gère en tant que directeur général de Swiss Life Banque Privée. Eric Blaine, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour à tous, avec plaisir. Ils paniquent pas les gens riches ? Pour l'instant, les souscriptions ont continué et ça s'est très bien passé. Il faut dire que jusqu'en fin février, il y avait quand même une belle hausse. Ouais. Ça fait partie de cette. Oui, on voit que l'année, malgré tout ce qui se passe, est pas totalement mauvaise. L'or brille et continue à briller de tous ses feux. Elle nous l'avait annoncé depuis 2 mois. Elle va nous dire que ça va continuer. Céline Picmal-Pratt, vous êtes présidente de Picmal Upton Investment. L'or, il faut y retourner ou pas ? Toujours et encore. Toujours et encore. Vous ne changez pas. Hein. Jamais. C'est un pilier de C'est votre argent, un économiste aux multiples talents et un chouchou des médias. Christopher Dembig, vous êtes conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management. J'imagine qu'on a besoin de vos conseils en ce moment. Oui, ça a été chargé ces derniers jours. Vous faites quoi ? Vous faites le tour de tout le monde ou vous racontez ? Alors, en fait, ce qui est assez amusant, c'est que c'est plus nos vendeurs que nos clients qui paniquent. Donc, ce sont les vendeurs qui ont besoin d'informations. Qui ont besoin d'être câlinés. Oui, un peu, voilà, c'est ça. Vous les amenez dans les salles de sport pour les détendre un peu. On essaye, mais ils ont besoin de s'améliorer. Allez, le mot de la semaine, c'est war. La guerre en Iran a bousculé les marchés, les prévisions économiques. Nul ne sait, à l'heure où on parle, vers quel scénario on s'achemine. Mais évidemment, on entend beaucoup de mots. On entend embrasement, on entend enlisement. Ou au contraire, est-ce que ça va être un conflit de courte durée avec une chute de pouvoir des mollahs ? Quel est le scénario, Anna, ou les scénarios qu'on peut envisager ? On va essayer il y a un scénario qui a l'air d'être envisagé par le marché, c'est embrasement, enlisement. Ça, c'est un peu le scénario qu'on entend sur tous les plateaux télé. Est-ce qu'il y a des scénarios alternatifs ? Oui, on a publié dans la rapidité une note mardi pour voir un peu 3 scénarios, mais il semblerait que maintenant le scénario central qu'on avait mardi, qui était effectivement un blocage du détroit d'Ormuz pendant 3 à 4 semaines, avec un pic des prix du pétrole à $85, on y est. Aujourd'hui, on y est déjà. Donc, la question se pose la semaine prochaine, est-ce qu'on passe déjà dans le scénario alternatif avec 25% de probabilité qui, lui, était plutôt sur des perturbations qui durent un peu plus longtemps avec un pic des prix du pétrole à $100 par baril avec, à la fin de l'année, puisqu'il y aura quand même une résolution du conflit, à 70. Donc ça, c'est un scénario qui, effectivement, a des impacts un peu plus forts sur la croissance et l'inflation. Et donc, on verra la semaine prochaine
prochaine, pourquoi la semaine prochaine? Puisque là, on est déjà depuis une semaine. Si la semaine prochaine, on n'a pas une vision plus claire sur cette fin du conflit, on sait déjà que la perturbation de la production est là, puisque le Qatar a arrêté la production de gaz. On a aussi des perturbations dues aux dommages sur l'infrastructure. Donc, ça prendra 2 à 4 semaines pour réouvrir déjà la production. Donc, en fait, on dépasserait ce 1 mois et demi. Et donc, si on dépasse un mois et demi, on est dans ce scénario alternatif quand même qui est beaucoup plus inflationniste. Mais tout dépendra aussi de la réaction des gouvernements, puisque, in fine, on a déjà vu pendant la crise de 2022... oui, parce que vous faisiez le parallèle, on en parlait dans le couloir, vous faites beaucoup le parallèle avec 2022, sauf fait, finalement, avec l'invasion de l'Ukraine. Hein. Oui, parce qu'en fait, quand on regarde le Moyen-Orient et la Russie, sur le pétrole, en fait, le Moyen-Orient, c'est quand même le double de la production de la Russie, mais le gaz, c'est un petit peu pareil. Donc, effectivement, est-ce qu'on va arriver à avoir un choc de confiance aussi grand? Nous, on pense que ça peut arriver si on arrive à toucher les 3 mois de conflit. Donc, alors, vous disiez 3 scénarios, donc j'imagine que c'était un scénario court, un scénario moyen, c'est ce qu'on est en train de vivre. Un scénario qui va au-delà des 3 mois. Pourquoi 3 mois? Parce que tout le monde compte sur les réserves stratégiques quand même des pays. Et on sait, même si on n'a pas toujours la bonne donnée, que sur les pays avancés, où on est en Europe à 90 jours, sur les pays émergents, ça dépend. La Chine a construit des réserves récemment, donc on est potentiellement à plus de 100 jours. Sur d'autres pays émergents, en Asie, on est peut-être à 50. Donc voilà, il va falloir savoir différencier, être très sélectif, parce que tout le monde n'est pas exposé de la même manière. Bien sûr. Mais effectivement, au-delà des 3 mois, les impacts sont très forts, puisque le prix du pétrole serait à 130, 150 $ par baril pour plus longtemps. Christopher Dembig, il n'y a que des scénarios en fait négatifs, c'est normal? Alors, il y a des scénarios qui sont un peu négatifs, mais en fait, il faut distinguer l'impact qui peut concerner certains pays et l'impact qui va être global. Aujourd'hui, on est très loin d'avoir un impact négatif pour l'inflation ou la croissance mondiale. En revanche, on va en parler sur l'impact économique. En revanche, effectivement, certains pays seront plus concernés que d'autres. Il y a 3 sujets sur cette zone, notamment qui est essentiellement le détroit d'Ormuz. C'est le pétrole, le gaz et les engrais, notamment l'urée, qui est essentiel pour la sécurité alimentaire, on en a besoin pour l'agriculture. La bonne nouvelle, c'est que sur le gaz et sur le pétrole, vous avez des routes alternatives, des réserves effectivement qui sont présentes. Certaines routes de commercialisation alternative sont déjà utilisées. Le détroit, à l'instant T, ce vendredi, n'est pas complètement fermé. Vous avez aujourd'hui la flotte fantôme de navires russes et iraniens qui continuent de circuler. Qui est à nouveau autorisé à vendre à l'Inde. Hein. Exactement, tout à fait. Ça a été décidé par les Américains dans la nuit de jeudi à vendredi. Donc vous avez des routes alternatives. Tant qu'on a ces routes alternatives, finalement, c'est plutôt positif. On ne les avait pas typiquement lorsque la guerre en Ukraine avait éclaté pour les Européens. Le vrai sujet qui est un peu sur la table, c'est plutôt au niveau des engrais, où cette zone représente 30% des engrais. Et les engrais, on en a besoin dans l'agriculture. Les prix alimentaires sont déjà assez élevés. Est-ce que ça va concerner l'intégralité de la planète? Non, ça concernera les pays agricoles de la région, l'Afrique. Pour nous, Européens, par exemple, on achète plutôt les engrais au niveau de la Chine. Donc, il ne faut pas avoir un discours de dramatisation, sachant que sur les prévisions économiques, on est très humble. Nous aussi, on a bien sûr fait des scénarios. Bon, vous trouvez Canal en fait trop, quoi? Non, pas du tout, justement, on est aligné. Vous vouliez une pique, mais c'est raté, hein, n'est-ce pas? Vous n'avez pas trouvé les bons invités pour ça. On a fait des scénarios en interne, par exemple. Le prix du baril de pétrole augmente de 30% par rapport au niveau de début de la guerre, quel va être l'impact sur l'inflation, mais on sait que la réalité, on va en parler, il y a plein de sujets à prendre en compte et que c'est compliqué ces modélisations. Ce qui me frappe dans tout ce que vous dites, et ce qui m'étonne, hein, c'est que vous êtes très, c'est normal, hein, c'est pas un reproche, hein, très tourné sur le court terme. C'est-à-dire que quand même, quand on se projette, et on peut se projeter et essayer de ne pas être totalement pessimiste. Ok, le conflit va durer 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais au-delà de ça, c'est-à-dire, si on a un retour de l'Iran dans le concert des nations, un retour du pétrole iranien, comme on a un retour du pétrole vénézuélien sur le marché du pétrole, je sais pas, on n'en tient pas compte, ça? Si, c'est une bonne nouvelle. Alors, l'Iran, ça prendra plus de temps probablement que le Venezuela, parce que le Venezuela, c'était une plutocratie où vous aviez finalement juste des gens corrompus. Là, vous avez de l'idéologie quand même en Iran qui est assez présente. Le chavisme, il est mort depuis très longtemps. Donc, ça peut prendre un peu plus de temps. Mais effectivement, vous avez aussi une zone qui est essentielle pour l'économie mondiale, qui a toujours été une zone grise systématiquement, y compris pendant la période de l'URSS, qui deviendrait une zone plutôt, en tout cas, amicale pour les Occidentaux. Et ça, on ne l'intègre pas ou c'est pas votre boulot? Après, c'est moins de 2%
10% de la production du pétrole mondial. Donc c'est pas mais ça vous savez bien qu'on joue tout se joue à la marge. Hein. C'est moins de 2%, mais aujourd'hui, vos prévisions sont... Non, mais aujourd'hui, les prévisions sont sur le Moyen-Orient dans l'ensemble. Oui, je comprends. Et sur, effectivement, la capacité de reroutage, puisqu'en fait, ils ne peuvent pas tout rerouter, peut-être la moitié de ce qu'on comprend. Mais quand on sait, par exemple, que l'Arabie Saoudite est partie prenante du conflit, et plutôt du côté, évidemment, des Américains, peut augmenter sa production encore. Elle peut augmenter sa production, mais la réalité, c'est ceux qui augmenteraient leur production, ce sont les Américains. Ce sont les premiers exportateurs aujourd'hui de pétrole et de gaz. Ils peuvent tout à fait l'augmenter, investir davantage. Avec les prix actuels, c'est largement rentable. C'est pour ça que, pas dans votre émission, bien sûr, mais dans d'autres émissions, on entend le spectre d'un retour d'une crise comment ça s'appelle, un crack sur le pétrole. Bien sûr. Et pas du tout, on n'est pas en 1973. La géopolitique du pétrole a complètement changé. Évidemment. Et effectivement, vous avez d'autres acteurs qui peuvent compenser. Éric. Ce que je trouve intéressant aussi, et ça peut se retourner assez vite du coup, c'est que les bombardements actuels d'Israël et des États-Unis ne touchent pas aux installations pétrolières iraniennes. Absolument pas, puisque le but c'est de récupérer le pétrole iranien derrière. Donc ça c'est assez intéressant parce que bon, il y a un objectif qui est politique et qui est très clair, hein. Mais si cet objectif est atteint très très rapidement, ça va. C'est pour ça que je suis surpris d'entendre que des commentaires, pas ici, mais que des commentaires très négatifs sur tous les plateaux. Personne n'envisage qu'il peut se passer dans le monde d'après, et un monde d'après où l'Iran re-rentrerait dans le concert de nations normales, ça serait quand même un monde d'un point de vue économique qui sera très différent. On va passer quand même tout de suite, et on va reparler de ce que je viens de dire, on va parler tout de suite sur la question macro, justement en fonction de ces 3 scénarios plus le mien qui est un 4e, quel est l'impact de la guerre en Iran en fonction de ces différents scénarios sur l'économie, sur l'inflation, sur la croissance? En théorie, c'est effectivement stagflationniste, c'est-à-dire un regain d'inflation à cause des prix de l'énergie et derrière cela, une croissance qui pourrait être impactée. Mais ça, c'est en théorie, comme on l'a évoqué. Il y a énormément de possibilités pour... Et d'ailleurs, l'Agence internationale de l'énergie a communiqué vendredi en disant de manière extrêmement limpide, on a suffisamment de pétrole sur le marché, il ne faut pas paniquer. Et c'est vrai, d'ailleurs, le sujet, souvenez-vous-en, en début d'année, c'était quand même trop de pétrole, une demande plus faible. Donc, à mon avis, on exagère les scénarios catastrophes. Vous aviez aussi un article du Financial Times qui était très négatif ce vendredi sur un crack pétrolier. La une des Échos vendredi qui était sur un scénario de stagflation. Jacques Attali qui nous explique que ça va être la 3e guerre mondiale. Évidemment. Mais je pense qu'il faut être extrêmement prudent. La réalité, c'est que ces faits géopolitiques en général, ça peut avoir des gros impacts de court terme. Mais ce qu'on a eu en enseignement avec la Covid, la guerre en Ukraine, etc., c'est que vous avez des réserves stratégiques qui peuvent être mobilisées, les États qui peuvent mettre en place une myriade de mesures d'urgence pour compenser l'impact sur l'inflation ou sur le pouvoir d'achat des ménages. Donc pour moi, c'est plutôt une parenthèse du point de vue macro, d'incertitude. Bien sûr, si ça dure très longtemps, ça aura un impact un peu plus important. Mais aujourd'hui, ça ne change pas mon scénario central pour l'année 2026, qui est plutôt positif sur l'économie mondiale, c'est-à-dire inflation relativement faible et effectivement une croissance qui est soutenue. Il y a peut-être un sujet américain où on voit que les derniers chiffres d'inflation avant la guerre étaient déjà élevés à cause de l'électricité, c'est tout ce qui est intelligence artificielle, data center, mais on est aussi en période électorale, donc Trump fera quelque chose. Anna ? Oui, ça change vos scénarios, vous, sur l'inflation et l'économie? On a révisé de 0,1. En gros, on était en période de révision de toute façon à la baisse. Donc, on a révisé à la hausse juste avant. Et là, on est revenu au niveau de ce qu'on avait. Donc, vous êtes à combien? Donc, on est à 2,5 pour les États-Unis en 2026 et 1,2 pour la zone euro. Donc, vous êtes en hausse, vous êtes dans le haut de la fourchette des prévisions sur les États-Unis, hein? Là, on est plutôt dans la moyenne, je dirais. Ah bon, tout le monde a rattrapé. Oui. Et parce qu'il y a toujours une histoire de IA. En janvier, ils étaient très pessimistes. Les prévisions, pas vous, hein, mais le consensus de marché était très pessimiste. C'est pour ça que je dis 2,5, c'est dans le haut de fourchette. Mais non, c'est c'est plutôt aligné maintenant. En janvier, ça aurait été. Et sur la zone euro? Et sur la zone euro, on est à 1,2. Et on a révisé à la marge d'inflation, à 2,1 pour la zone euro et à 2,7 pour les États-Unis. Dans ce scénario où, en fait, on a ce pic du prix du pétrole qui dure pendant 1 mois et demi maximum, à 85-90, mais après, on revient à 70. Donc, effectivement, c'est ce que je disais. Est-ce que la semaine prochaine, ce scénario deviendra l'upside et on a un autre scénario central? C'est tout à fait possible. Mais moi, je pense qu'il faut aussi se dire, effectivement, quel est le point de départ? Parce que le point de départ en 2022, c'est pas le point de départ en 2026 pour la transmission de l'inflation. C'est vrai que la Commission européenne va certainement remettre en place des caps sur les prix, des mécanismes
mécanisme de crise qu'on avait. Mais la question, c'est fondamentalement sur la demande, puisque en 2022, les entreprises ont eu une fenêtre d'opportunité pour augmenter les prix. Bien sûr. Ce n'est pas du tout le cas. On le voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'absorption de la hausse des coûts déjà avant sur les marges. Donc potentiellement, c'est ce qui va se passer. Ouais. Oui, et d'ailleurs, même sur tout ce qui est shipping et les transporteurs, il y a encore beaucoup de capacité d'absorption des coûts. Donc je pense que c'est là où est la grande différence de 2022, parce qu'on aime bien faire les parallèles, mais il faut quand même bien comprendre qu'on n'est pas dans le même point de départ et on n'est pas dans la même ampleur du choc. Donc... Et il y a eu beaucoup de parallèles qui ont été faits, d'ailleurs, on va le dire aux gens qui nous écoutent, avec la guerre du Golfe. Et on a beaucoup dit que la guerre du Golfe avait duré 7 mois. En fait, c'est faux. Hein. La guerre du Golfe a duré 7 mois, oui, entre le moment où l'Irak a envahi le Koweït, mais à partir du moment où les Américains, avec la coalition internationale, sont intervenus, la guerre n'a duré que 6 semaines. Et on a quand même l'impression ici que les opérations militaires vont quand même assez vite. Allez, le chiffre de la semaine. Le chiffre de la semaine, c'est la hausse du pétrole, évidemment. Hein. On en a déjà beaucoup parlé. On va en reparler. 15% les 2 premiers jours, et puis vous l'avez dit Anna, vendredi on était au-dessus de 85, donc ça fait à peu près 25% depuis le début de la semaine. On a l'impression quand même que le sujet central, et d'ailleurs vous l'avez dit un peu, bon, vous avez dit il y a le pétrole, il y a le gaz, et puis il y a les engrais, mais on a l'impression que le sujet central c'est le pétrole quand même. C'est logique? Alors, c'est logique, mais c'est un peu cette vision erronée. C'est-à-dire on se dit le Moyen-Orient, c'est le principal fournisseur, alors qu'aujourd'hui, ce sont les États-Unis. Les États-Unis, sur le pétrole, c'est beaucoup plus que l'Arabie Saoudite. C'est intéressant. C'est pour ça que la situation par rapport aux années 70 n'a absolument rien à voir. Aucune comparaison. Et même par rapport aux années 90. Complètement. Grâce au pétrole de schiste, ou à cause, en fonction de son positionnement, du pétrole de schiste aux États-Unis en l'espace de 10-15 ans, ils sont devenus exportateurs nets et sont les premiers exportateurs mondiaux, bien plus que l'Arabie Saoudite. Donc ils ont une capacité aujourd'hui de compenser éventuellement si demain, et ce qui n'est pas le cas, on avait une demande qui était beaucoup plus importante et peu d'offres, ils peuvent tout à fait compenser le marché. Donc c'est plutôt cette vision un peu passée de se dire, bon, le Moyen-Orient c'est essentiel pour le pétrole, s'il y a des perturbations, automatiquement c'est négatif. Le sujet du Moyen-Orient sur le pétrole, c'est un sujet essentiellement asiatique, puisque c'est eux qui achètent. On a l'Inde, mais comme vous l'avez dit à juste titre, ils ont le palliatif russe. Vous avez la Chine qui peut avoir le palliatif russe, plus les réserves qui ont été évoquées. Et ensuite, c'est la Corée du Sud et le Japon. Mais là encore, vous avez énormément de réserves. Donc, c'est un faux problème en termes de composition du marché. Après, on peut avoir une surréaction. Le marché des matières premières est toujours très volatile. C'est ça. On va rentrer là-dedans. On est rentré dans la panique. Un peu. En juin, l'opération des 12 jours, la guerre des 12 jours en juin 2025, vous avez eu une hausse pendant l'opération de 15% du prix du baril, et ça a été évoqué. Après, on revient au prix d'avant. Donc là, on est déjà au-delà. Hein. Tout à fait, mais on peut tout à fait avoir 25-30% et revenir ensuite à un prix un peu quasiment similaire à. C'est quoi votre anticipation d'ailleurs sur le cours maximum du pétrole? Sur le cours, si on est à 90. Peut-être 100, mais c'est pas durable, c'est ça le problème. Et même, il faut le rappeler à nos auditeurs, vous avez souvent ces cibles sur le pétrole qui sont évoquées, $100, $120. Ça pose un vrai problème macroéconomique, croissance, inflation, si c'est durable. Si ça reste en l'état juste quelques jours, c'est pas un problème. Et un autre point qui est important sur les matières premières, le marché fonctionne bien. Pendant la guerre en Ukraine, le marché n'avait pas fonctionné. Je dis juste une parenthèse sur le fonctionnement du marché de matières premières. Concrètement, vous avez sur le marché des matières premières peu d'intervenants. Ces intervenants, pour se protéger contre les fluctuations de prix, ils utilisent des produits dérivés. Sur ces produits dérivés, vous avez des appels de marge quotidiens qui sont variables. En règle générale, qui sont entre le moment où vous concluez votre contrat et la livraison de la matière première. En règle générale, les appels de marge variables quotidiens, ils sont de 20% quand le marché fonctionne bien. Pendant la guerre en Ukraine, ça a créé un problème parce que c'est monté jusqu'à 80%. Donc automatiquement, bien évidemment, ça crée des paniques. Vous avez la panique. Aujourd'hui, vous n'avez pas ce schéma, ni sur le gaz, ni sur le pétrole. Donc il y a plutôt une panique au niveau des prix, mais vous avez un fonctionnement du marché qui est complètement normal. Et pour moi, c'est aussi un signe pour me dire, il y a un peu de surréaction, mais il ne faut pas paniquer. On fait le dos rond et ça reviendra à la normale. Céline, on va parler tout à l'heure des marchés, mais j'ai été très surpris quand même de voir que on a eu cette flambée du pétrole, flambée des matières premières, flambée du gaz, et l'or, lui, a pas tellement bougé cette semaine. Il a même un peu baissé en réaction. Pourquoi, Céline? Comment on explique ça? Alors, on peut l'expliquer tout simplement par le fait qu'il y a eu un mouvement de retour de flamme vers le dollar au cours des derniers jours, qui est vu comme un actif refuge. On en parle à l'instant, les États-Unis sont exportateurs nets de pétrole
Donc effectivement, ils sont perçus comme une zone refuge dans un océan d'incertitude. Et donc c'est la hausse du dollar. Et donc on a un retour vers le dollar, du coup ça fait baisser un petit peu la pression à l'achat sur l'or. Oui, parce que l'or, on l'a toujours présenté comme une valeur refuge en période de conflit, non ? Oui, alors après, il faut aussi regarder les choses sur les temps un peu plus longs. C'est ça. Voilà. On parlait, voilà, là, on parle de 4 ou 5 jours. Avec un horizon de temps plus long, on risque de voir les choses se stabiliser. Et puis surtout, on a eu une progression. Et on a vu une progression très significative en amont parce que le Venezuela, on a quand même, on va de crise en crise. Par contre, si on dézoome un petit peu, depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, on va de crise en crise. Et donc, par contre, je pense que les investisseurs et les personnes qui regardent les marchés vont devoir intégrer que vous avez des incertitudes qui sont beaucoup plus fortes que ce qu'on a pu connaître par le passé, et une fiabilité, c'est ce qui me frappe aussi, je trouve, cette semaine, une fiabilité de l'acteur américain qui est beaucoup moins forte que ce à quoi on a été habitué depuis des décennies. Vous avez un acteur qui décide du jour au lendemain d'attaquer, de ne pas attaquer, de dire si on a le droit de faire du commerce avec l'Espagne ou pas, de dire si on va être gentil avec les Danois ou pas. C'est un comportement qui peut être perçu comme un petit peu volatile. Donc, on risque d'avoir effectivement des... Volatile. Voilà. Donald Trump est volatile. Voilà. Mais en tous les cas, je pense que ça va être quelque chose que nous devrons intégrer à l'avenir dans nos raisonnements en tant qu'investisseurs, mais également en tant que dirigeants. Je pense que les dirigeants vont devoir se dire, on veut être autonome, on veut être libre de savoir ce qu'on fait à l'avenir, parce qu'on ne peut pas se reposer sur cet allié. La réappréciation de l'or, je pense que dans la durée, c'est spectaculaire, c'est toujours en place. Mais je pense qu'à court terme, on avait eu une progression fulgurante de l'or depuis le début de l'année. C'était devenu un actif chaud. Les gens qui ont spéculé sur le Bitcoin ont perdu quand même pas mal d'argent. Ils avaient vendu ça pour acheter ce qui montait. Et donc, comme en ce moment, le momentum marchait très bien, enfin jusqu'à maintenant, le momentum marchait bien, ils ont acheté de l'or. Et je pense que là, ils ont simplement... il y a des prises de bénéfices. Ça a tellement monté que ça fait des prises de bénéfices. Anna, le pétrole, ça vous inspire quoi ? Donc vous avez vos scénarios. Là, il semble quand même qu'on a dépassé votre scénario moyen de prix à 85 $. Oui, on verra si ça dure la semaine prochaine. Et qu'on pourra aller vers les 100 $. Est-ce que ça change la donne ? Et pourquoi cette appréciation ? Est-ce que c'est durable ? Il y a aussi, j'imagine que vous suivez aussi les cours à terme. Les cours à terme sont plus bas que les cours spot. Qu'est-ce que tout ça nous dit sur l'évolution du cours du pétrole dont on pense ? D'abord, est-ce que c'est central pour tous vos scénarios? Est-ce que c'est ça qui détermine? On regarde déjà les attentes sur l'inflation, inflation expectations en anglais, et c'est vrai qu'ils ont monté. Cette semaine, ils ont pris 50 points de base. Donc c'est vrai que tout le monde est un peu attentiste sur la durabilité de cette hausse, à quel point elle va continuer, et quel est l'impact. Pourquoi? Parce qu'on est quand même encore dans un environnement où on attend, au moins, en tout cas pour nous, une baisse de taux pour la Fed. Donc cette baisse de taux ne viendra peut-être pas. Et donc ça va engendrer des conséquences aussi sur les taux courts, parce qu'on a parlé tellement sur les taux longs. Effectivement, ils ont continué à monter avec l'incertitude cette semaine. Mais là, les taux courts peuvent potentiellement aussi augmenter. Donc c'est vrai que c'est un élément central pour le bon fonctionnement du système financier, pour les banques, pour la liquidité. Et c'est vrai que la réaction de politique publique, surtout aux États-Unis, ça va être clé, puisque est-ce qu'ils vont essayer ou réussir à libérer davantage de liquidités potentiellement. Donc, ça peut être tout simplement la déréglementation qu'ils sont en train de faire. Est-ce qu'ils vont toucher un peu au programme de quantitative tightening avec tous ces bills qu'ils sont en train de racheter? On a quand même un changement clé au mois de mai. À la tête de la Fed. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir des perturbations sur le système financier. On regardait cette semaine justement sur les entreprises et les émissions des entreprises. Tout le monde est dans un attentisme. Il y en a eu moins, c'est ça? Il y en a eu moins. D'accord. Et il y a aussi... On appelle des émissions d'entreprises, c'est-à-dire des émissions d'obligations. Qui vont emprunter de l'argent sur les marchés. Il y en a eu moins. Donc après, on peut aller sur les marchés privés. Donc c'est une bonne nouvelle, mais à un autre coût. Et donc après, il faut voir aussi la dette qui arrive à maturité qu'il faut refinancer. Le pic n'est pas cette année, mais on a quand même du refinancement en cours. Donc c'est vrai que finalement, ça fait bouger un petit peu l'argent d'un côté à l'autre. Donc il y aura quand même des corrections. Et pour nous, c'est central aussi, puisqu'on ne peut pas juste regarder le prix du pétrole. Le prix du pétrole est important, mais il y a les effets de second tour. Il y a les effets effectivement sur l'inflation alimentaire, mais il y a aussi les effets
de richesse, puisque quand même on est sur un marché action qui a quand même engendré beaucoup de gains, avec beaucoup d'entrées des particuliers. Aux États-Unis, qui résiste plutôt pas mal. Qui résiste plutôt pas mal. Mais aux États-Unis, si on imaginait qu'on est dans ce scénario un peu excentrique dont je parlais, avec un prix de pétrole à 130, 150 $ par baril, avec des effets récessifs, bah là, oui, le S&P 500, il va corriger, et là, les impacts sur le pouvoir d'achat seront pas seulement que à travers l'inflation énergétique, mais aussi à travers les effets de richesse négatifs. Voilà, on a essayé de vous donner un peu tous les scénarios, y compris le mien, que visiblement ne convainc personne, mais c'est pas grave. Et l'impact sur l'économie, l'impact sur la croissance, l'impact sur l'inflation, l'impact et le rôle central du pétrole. Maintenant, on va regarder sur les marchés dans la deuxième partie, et évidemment sur vos placements. BFM Business présente C'est votre argent. Marc Fiorentino. Et on se retrouve en deuxième partie de cette émission passionnante sur la spéciale guerre en Iran avec Christopher Dembicq, avec Céline Picmal, avec Eric Blaine, avec Anna Boata. Et maintenant, on va parler des marchés. Et sur les marchés, bon, c'est pas une surprise, hein, ça a bougé. On a eu des baisses assez spectaculaires, hein, surtout. Alors, on verra hein, beaucoup en Asie. Vous nous expliquerez pourquoi. Beaucoup en Europe, beaucoup moins aux États-Unis. Christopher Dembicq a donné un début de réponse en nous parlant de l'autonomie et le fait que les États-Unis soient déjà exportateurs, donc la hausse du pétrole ne les touche pas en premier. Si on regarde les performances depuis le début de l'année, bon, franchement, l'Asie a beaucoup souffert, mais le Nikkei reste en hausse depuis 10%. Shanghai reste en hausse. La plupart des marchés asiatiques restent en hausse malgré une semaine qui a été dramatique, hein, puisque les marchés en Corée ont perdu jusqu'à 12% dans une journée. La Thaïlande 8%, ils ont été obligés d'interrompre les transactions. Et puis on voit que sur les autres marchés, le CAC, le Nasdaq, le S&P 500, on est quasiment à zéro. Ce qu'on a vu, Eric et Céline, ce qu'on a vu cette semaine, j'ai l'impression d'avoir vraiment un travail académique de comment un trader doit réagir de façon basique, leçon numéro 1 de la première année d'études à une situation de guerre au Moyen-Orient, non vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé sur les marchés? En fait, quels sont les marchés qui ont réagi? Qu'est-ce qui a baissé? Qu'est-ce qui a monté? Alors, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, il y a eu le dollar qui a été perçu comme une valeur refuge dans hausse du dollar d'incertitude. Donc, hausse du dollar. Meilleur comportement des actifs américains par rapport aux actifs en dehors des États-Unis, parce que, encore une fois, les États-Unis sont favorisés par cette crise pétrolière et gazière. Donc baisse des indices boursiers en fonction de niveau de dépendance aux importations de pétrole. Aux importations et d'exposition au détroit d'Ormuz et au Qatar. C'est plutôt ça qui a joué. L'exposition, notamment pour l'Inde et la Chine, qui sont très dépendantes du gaz qatari. Et également une fluctuation plus forte dans les classes d'actifs qui avaient bien performé cette année. Il ne faut pas qu'on l'écarte, parce qu'effectivement, quand l'or, le Japon, les pays émergents ou l'Europe avaient surperformé de façon très massive les États-Unis depuis un an. Donc il y a eu des prises de profit. Voilà. Ce qui est un peu logique, parce que vous vous dites, peut-être que j'ai eu une très belle performance à cet endroit-là, je suis investisseur, je prends mes profits. Donc c'est ça qui s'est passé. Et il y a également, je pense, intégré dans le raisonnement des investisseurs, Trump always chickens out. En l'occurrence, il s'est pas dégonflé. Hein. Oui, mais qu'à la fin, il va s'arrêter. Oui, d'accord. Il va pas. On nous expliquait qu'il irait jamais, qu'il était en train de se coucher, qu'il était en train de se faire balader pendant les négociations. Voilà. Il est quand même. C'est plus sur la partie. Il va pas nous entraîner dans un conflit choc longue durée ou dans un choc économique majeur. Et ce qui est très intéressant, Eric, c'est qu'effectivement, comme l'explique Céline, donc on a eu ces réactions qui sont académiques. C'est vraiment la base de la base du métier de trader. Et à l'intérieur des actions, on a eu aussi des réactions très académiques, c'est-à-dire achat de certaines valeurs, vente de certaines valeurs. Vous pouvez nous dire en fait quels sont les secteurs qui ont été impactés et quels sont les secteurs qui en ont profité? Alors traditionnellement, dans ces cas-là, le hausse du baril et donc hausse du pétrole. Hein, donc on a vu l'énergie et hausse des valeurs pétrolières, non? Exactement. Les valeurs refuges, donc typiquement l'agroalimentaire qui a bien performé à ce moment-là, la pharmacie qui se débrouille bien aussi avec la hausse du dollar en plus. Et puis inversement, on a les banques qui sont attaquées, on a les sociétés cycliques d'une manière générale, sur lesquelles il y avait quand même d'ailleurs pas mal de
plus-value à faire. Donc ça c'est... Et pourquoi les banques sont attaquées, par exemple? C'est quoi le raisonnement derrière le fait d'avoir... La cyclicité de l'économie. On remet en cause le scénario central. À partir de ce moment-là, peut-être que la progression des bénéfices est remise en question. Et puis aussi, éventuellement, il y a des personnes qui vont avoir des problèmes de remboursement, la consommation qui baisse. Donc tout ça fait que... D'accord, c'est ça. D'accord. Donc c'est vraiment comme une valeur cyclique. En fait, ça n'a rien à voir avec les taux d'intérêt. En fait, ça peut avoir aussi un peu, mais puisque les taux ont monté. Mais quand les taux montent, c'est plutôt bon pour les banques parce que les taux courts restent bas. Donc il y a quand même des marges qui normalement s'améliorent. Mais c'est plutôt le côté cyclique, je pense, c'est le côté éventuellement rendre des provisions pour des pertes. Et ce qui est plus étonnant aussi quand même dans ce que d'ailleurs Céline disait, c'est qu'on a eu des prises de profit marquées quand même sur des secteurs qui ont bien fonctionné. La défense européenne, par exemple, a quand même bien baissé. Ça, c'était étonnant. La défense américaine a bien progressé, mais la défense elle était très en avance. Et voilà. Et les utilities aussi, ce qui avait très bien marché. Donc c'est ceux qui fabriquent de l'électricité. Donc je pense qu'on va pas arrêter de fabriquer de l'électricité, par exemple. Mais là, il y a eu quand même des prises de parce que c'est des valeurs qui ont beaucoup progressé. Donc des prises de profit marquées qui expliquent en fait pourquoi l'Europe et l'Asie ont beaucoup baissé. C'est qu'il y a eu des prises de profit marquées pour remettre les capitaux aux États-Unis, alors qu'ils étaient partis depuis le début de l'année en fait vers le monde émergent et vers l'Europe. Et donc on est revenu en arrière. Donc là, on a fait le constat, tout s'est passé un peu comme prévu. Il n'y a rien eu de très surprenant. La semaine dernière, à quoi on doit s'attendre pour les semaines qui viennent en fonction des différents scénarios? Évidemment, on n'est pas devin, donc on ne sait pas ce qui est dans la tête ni de Donald Trump, ni de ce qui reste des quelques mollahs en Iran. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors, quel que soit le scénario, sur la bourse, pour l'instant, comme on le disait tout à l'heure, on comprend qu'on est dans un monde compliqué. Et donc, à mon sens, la réaction que nous avons connue cette semaine sur les marchés et actions est trop modérée. Je pense qu'on devrait connaître des turbulences beaucoup plus marquées au cours des prochaines semaines. Pourquoi ? Tout simplement parce que si on se remet une semaine en amont, on était déjà dans une zone compliquée. Parce qu'on rentre dans cette incertitude géopolitique à un moment où le marché américain est à des niveaux de valorisation historiquement élevés. On arrive dans un niveau d'incertitude alors que les questions autour de l'IA n'ont jamais été aussi fortes. On ne sait pas quelle sera la rentabilité des investissements. On ne sait pas quel est l'impact sur les entreprises et quels sont les business models qui vont disparaître. Donc on a un océan d'incertitude. On a vu d'ailleurs des acteurs de la dette privée se prendre les pieds dans le tapis avec Blue Hole, et puis la semaine dernière, on a eu un problème sur BlackRock. Donc on voit qu'il y a quand même des signaux qui sont extrêmement toxiques. Vous nous dites warning ? Oui, moi je pense sur la bourse, warning. Justement, si c'est pas passé grand-chose, c'est parfait. Tout le monde a envie d'être optimiste, c'est parfait. Mais malheureusement pour nous, on arrive dans cette zone de turbulence avec un niveau d'optimisme qui me semble beaucoup trop élevé et un niveau de présence sur les marchés également très fort. Il y a très peu de cash sur chez les toutes les investisseurs. bourses ou principalement sur la bourse américaine? Je pense que là, à court terme, il faut faire un warning sur toutes les bourses. Vous êtes d'accord avec ça, Eric? Nous, on a un point de vue un peu différent. On a été un peu plus prudent donc à la fin février parce qu'on avait de bonnes performances, on a pris des profits. Donc ça, c'est un petit peu une chance quand même, mais c'est une bonne décision. Le bon sens paysan. C'est ça, la Suisse était avec nous. Donc on a pris le bon sens avec nous. Maintenant, on remarque qu'il est quand même souvent judicieux de résister à la tentation d'agir de manière impulsive sur son patrimoine. C'est-à-dire que on a vu que lorsque les crises arrivaient, le fait de paniquer et de vendre pour changer complètement l'organisation de son portefeuille, mettre des liquidités à ce moment-là, les rebonds sont très rapides et très puissants. Et donc c'est souvent en fait des pertes derrière et des portes de salut. Donc vous dites quoi sur la bourse? Vous dites prudence? Nous on est quand même un peu plus prudent qu'on était. D'ailleurs on va le voir dans nos placements aujourd'hui. Mais pour ceux qui n'ont pas bougé en termes d'allocation d'actifs parce qu'ils n'avaient pas envie de le faire, c'est pas parce que aujourd'hui, on est en pleine guerre et on parle d'enlisement, etc., qu'il faut absolument changer et aller vers le cash. Donc vous n'êtes absolument pas d'accord avec Céline. Et nous, on fait attention à ne pas trop bouger les actifs aujourd'hui. Vous n'êtes absolument pas d'accord. On ne fait pas de warning sur le. Il faut une confrontation, donc comme ça n'a pas pu être avec la macro. Donc, vous qui êtes conseiller en investissement, en stratégie d'investissement, qu'est-ce que vous dites à vos clients? Nous aussi, on ne panique pas, c'est-à-dire que notre scénario... Donc vous êtes complètement opposé à Céline?
Voilà, vous êtes satisfait? Non. Alors, dans le détail... J'essaye de créer un peu de tension sur ce plateau. Oui, il faut, mais c'est compliqué aujourd'hui. Je n'arrive pas à chauffer l'ambiance. Mais après, le problème, c'est qu'on va se rejoindre si on met en avant l'or. Je panique pas, je dis juste qu'il faut faire quand même hyper attention. Eric dit que vous Justement, on est dans un océan d'optimisme. Nous, on reste convaincus, et on en a parlé avec beaucoup de clients, que ce qui se passe en termes géopolitiques n'aura pas un impact sur les performances sur l'année. Mais je vous donne un conseil, alors nous on n'est pas exposé, c'est un conseil gratuit, vous voyez. La bourse de Tel Aviv a extrêmement bien performé, ils ont atteint quand même un record historique en début de semaine, ils ont fait x7 en 2 ans, et ça montre aussi qu'il y a de la résilience, y compris sur les marchés actions, y compris des marchés qui sont quand même moins liquides. Et... Donc vous nous dites quoi? Prudence, mais pas prudence, de panique. c'est acheter de la protection. Nous, on avait déjà mis de l'or, comme beaucoup d'ailleurs, en portefeuille. Vous avez écouté Céline? Tout à fait. Vous voyez, il n'y a pas de confrontation. Votre émission permet d'échanger. Absolument. Et donc, c'est le but. Donc ça n'a pas fondamentalement changé. C'est un espace de bienveillance. Sur 5% d'allocation en or dans le portefeuille, ce qui nous paraît assez cohérent. C'est peut-être un peu plus sur de la clientèle privée, mais force est de constater qu'on n'a pas vocation à modifier ces aspects. On a vu dans notre portefeuille, peu de nos fonds sont exposés directement à la situation du conflit. Eric, encore sur la bourse, et après on passera sur tous les placements, les classes d'actifs. On ne dit pas non plus qu'il faut remonter les portefeuilles actions, les actions aujourd'hui. C'est trop tôt pour nous. D'accord. C'est comme un point. Non, c'est pas le moment de rentrer. C'est un peu trop tôt pour regarder les opportunités, pour le coup. On ne remonte pas les expositions. Donc vous n'êtes pas tout à fait. Voilà, c'est ça. C'est ce que je voulais dire. On a réussi à trouver un point que je voulais dire. Il n'y a rien qui fonctionne aujourd'hui. Ça marche pas. Allez, on passe au placement de la semaine. J'espère que je vais y arriver là, à vous opposer les uns aux autres. Bon, dans cet environnement de guerre, je me tourne vers Céline, mais chez ce qu'elle va me dire. Quel placement privilégié en attendant l'accalmie? Alors, le cash is king, et l'or. Voilà. Donc, pour l'instant, et après, pour le plus long terme, moyen-long terme, par contre, on continue sur les mêmes tendances que celles qu'on avait connues précédemment. Il n'y a pas de raison de changer. Il faut retourner sur des valeurs de la vieille économie, à mon sens. On est dans un moment où on veut reconstruire notre autonomie industrielle, énergétique, technologique. On a besoin de matières premières, on a besoin d'énergie. Donc il faut aller vers des sociétés industrielles, énergétiques, matières premières, d'un point de vue sectoriel. Et d'un point de vue géographique, je pense qu'effectivement, c'est le moment, puisqu'il ne s'est rien passé sur les États-Unis, de continuer à prendre des profits sur le marché américain pour réallouer loin. Et je pense qu'on en reparlera, mais un des grands vainqueurs de ce moment pourrait à terme être la Chine. La Chine, pourquoi? Comment se fait-il que je ne sois pas surpris que vous disiez ça? Je sais que vous n'êtes pas surpris, mais je persiste et je signe parce que c'est à un moment d'incertitude, finalement, un pays qui ne bouge pas. Et on parlait tout à l'heure d'un problème de fiabilité. Mais écoutez, finalement, un pays qui n'évolue pas, une belle dictature, peut offrir une certaine stabilité. Voilà. C'est sûr qu'une dictature comme ça, et un autre sujet. Aujourd'hui, on parle d'indépendance énergétique, militaire, technologique. Le pays qui, depuis 15 ans, travaille sur son indépendance et son autonomie, c'est la Chine. 75% des investissements dans le renouvelable sont faits aujourd'hui en Chine. Et ils ont déjà plus d'exposition renouvelable qu'au pétrole dans leur mix énergétique aujourd'hui. Alors, l'or, les actions chinoises, et vous, Eric Blaine? Alors, on est tout à fait d'accord sur l'or, c'est un actif stratégique, mais on ne va pas vers le cash, par contre. On ne va pas vers le cash, nous on va vers les fonds alternatifs. C'est-à-dire qu'on se dit que expliquez-nous ce que c'est que les fonds alternatifs. Donc, un fonds traditionnel, c'est un fonds qui est long sur un actif financier, et lorsque on est sur des moments de crise, les actifs longs, en général, baissent. On le voit sur les taux d'intérêt, on le voit sur les actions. Un fonds alternatif, il joue à la fois le long et le court, c'est-à-dire qu'il est vendeur à découvert en même temps qu'il est acheteur sur un actif. Et donc, ça permet en fait à ces moments-là en fait de profiter non pas de la tendance mais du choix du gérant sur l'actif. Voilà exactement. Donc nous c'est accessible à des particuliers. C'est accessible aujourd'hui à travers des fonds, des fonds alternatifs, des fonds long short. Donc on appelle par ça exemple long short equity, merger arbitrage, c'est-à-dire arbitrage sur des opérations d'OPA. Et donc ça permet en fait de se dire il y a une OPA sur cette société-là. À partir du moment où il y a cette OPA, il y a toujours un risque que ça ne se fasse pas. Il y a un petit décalage de cours entre le coût et on en profite. Et en général, c'est pas des grosses performances, c'est autour de 4-5% l'année, mais c'est suivi en ce moment. Alors je suis surpris que ni l'un ni l'autre ne conseille, les taux sont un peu remontés,
aujourd'hui repartir sur des fonds obligataires à échéance, tout ça, non? Céline, non? Pas du tout. Ok, d'accord. Très bien, j'ai réussi. Eric? Nous, on est sur les fonds corporate, on continue... De dette corporate, absolument, et on n'a pas changé d'actifs là-dessus. Christopher, vous en avez, vous, des fonds? Vous n'êtes pas du tout sur l'obligataire? Non, on est assez peu exposé sur ça. Ouais. Bon, très bien, j'ai pas réussi. Allez, on passe tout de suite au top ou au flop de ce début d'année ou de cette semaine. Anna, c'est quoi le flop de la semaine ou le top? Ouais, on essaie d'être optimiste, mais j'ai choisi des flops. Quoique, ça peut être un top. J'ai deux idées, parce qu'on n'en a pas parlé sur les États-Unis. On dit souvent qu'ils sont gagnants parce qu'ils sont exportateurs de pétrole net. Et d'ailleurs, on le voit aussi sur la bourse. Mais c'est aussi parce qu'ils sont beaucoup moins dépendants du système social que l'Europe a, de la transmission d'un choc d'inflation sur le déficit public. Et ça, c'est important quand même de le dire, parce qu'en fait, l'Europe, que ce soit le Royaume-Uni ou l'Europe continentale, la France notamment, on est beaucoup plus exposé à un choc inflationniste, puisqu'on a beaucoup de choses qui sont indexées à l'inflation. Flop Europe? Flop Europe et top États-Unis, parce que c'est beaucoup moins. Et après, sur la Chine, je crois qu'on n'a pas trop vu passer, à cause de la guerre au Moyen-Orient, mais en fait, il y a eu quand même une réunion très importante cette semaine pour nous annoncer qu'effectivement, la cible de croissance baissait de 5%, mais plutôt entre 4,5% et 5%. Ça ne change en rien notre scénario, mais ça nous conforte pour dire que le 5% était quand même très optimiste et un petit peu one-off. Trafiqué, je ne sais pas, potentiellement. Vous pouvez le dire. Mais je pense que ce qui est inquiétant quand même, c'est toujours la composition de cette croissance, puisqu'on parle très peu dans ce plan du marché immobilier, et c'est quand même un gros sujet, parce qu'il en faut 2 trillions de renminbi pour le sauver, 1,5 de PIB, et on parle très peu du consommateur chinois. Et effectivement, le consommateur chinois... Qui devait chinois, être le moteur de sa voilà, donc on dit qu'on va le soutenir, mais en même temps, on met que 0,2 points de PIB pour le soutenir. Eric? Moi, j'étais... Top ou flop? C'est un flop. Okay. C'est un top. Le top, c'est-à-dire que le flop, quelque part, c'est un peu l'or qui aurait dû progresser, et le top, c'est le dollar. Et donc, pour moi, c'est un top, c'est le dollar. Tout le monde le voyait baisser, c'est un consensus parfait pour voir le dollar baisser. Et d'ailleurs, il avait commencé par prendre cette direction, puisqu'on était parti sur casser les 1,20, on allait vers 1,25, et puis tout d'un coup, donc, la guerre éclate, et le dollar, c'est pas surprenant, mais le dollar remonte, et là, il prend tout le monde à contre-pied, et je trouve que c'est un bon top. Et donc, le flop, c'est l'or? Le flop, c'est un peu l'or sur la période récente. Alors que l'or, c'est vraiment ce que défend Céline, quoi. Donc le flop, c'est Céline, quoi. Oui. Voilà. Pour nous votre flop de la semaine, c'est Céline. Sur la semaine, il y a eu quand même des prises de bénéfices sur l'or. Céline, top ou flop? Flop. Je veux dire mon flop, c'est Eric. Non, pas du tout. Non, le flop, justement, pour rebondir sur les obligations d'État, ça a été les obligations d'État, parce qu'effectivement, les taux 10 ans aux États-Unis, en Europe et globalement dans le monde ont grimpé. Et en termes de construction de portefeuille, c'est quand même un souci. Parce qu'on avait tendance à percevoir les obligations comme étant une protection dans des moments compliqués. Et on voit que c'est plus le cas. C'était pas le cas en 2022, c'est toujours pas le cas en 2026. Donc il n'y a pas de protection qui vient de ce côté-là. Pour moi, c'est logique. Ça vient du fait qu'on a des États qui sont déjà extrêmement endettés. Et donc, effectivement, si jamais il faut relancer la machine économique, on va encore reprendre de la dette. Et en même temps, on va avoir un PIB éventuellement qui va être plus bas et des recettes fiscales qui sont plus basses. Donc ça pose problème. Donc la diversification, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, elle doit être ailleurs, donc cash et or. Voilà, contre les obligations. Et la Chine, ce beau pays de gouvernance. Allez, on passe à Christopher Dembig. Un autre beau pays de gouvernance. Top, la Russie, qui à court terme devrait être vraiment le gagnant de la situation géopolitique, parce qu'aujourd'hui, leur flotte fantôme continue d'approvisionner en pétrole les autres pays. Elle passe actuellement au niveau du détroit d'Ormuz, et effectivement, les États-Unis, comme vous l'aviez rappelé, ont allégé les sanctions à l'égard de la Russie. Donc l'Inde peut racheter du pétrole russe. Et donc, ils peuvent passer, eux, par le détroit d'Ormuz. Je vous invite en ligne, on peut voir les images satellites en direct, et on voit que la flotte fantôme parce que l'Iran ne les touche pas, c'est ça? Ou parce que même juste tout simplement... Parce qu'ils en ont rien à foutre que s'il y en a... Voilà, c'est ça. S'il y a 200 mecs vous qui savez, ils n'ont pas d'assurance, c'est la flotte fantôme, donc ils ne sont pas immatriculés, etc. Donc ils n'ont pas les problèmes avec les assureurs des autres navires qui sont pratique, immatriculés. C'est pratique de rouler sans permis. C'est ça, allez, voilà. On vous conseille surtout pas de le faire. Allez, le top 3 2026, ça bouge pas mal en top. Alors il y a toujours Sébastien Corchat qui est en hausse, et puis on voit réapparaître Virginie Robert avec des actions américaines qui tiennent bien, des actions européennes aussi, internationales qui tiennent bien, Pierre Chang avec des actions très françaises et européennes qui performent aussi, et puis maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me tourner vers mes géants. Bah ouais, je suis désolé Eric Blaine, mais ça a mal se passer, quoi.
Je vais vous lire votre portefeuille et puis vous allez me dire ce qu'il faut acheter ou vendre. Alors, on a du OP Mobility. Je le sortirai, en fait, parce que j'ai aussi du Stellantis et ça fait beaucoup de secteurs automobiles dans ce marché. On a du Vinci. Je garde. On a de l'Exosens. C'est sur la défense et ça se passe très bien, je le conserverai. Ils font quoi c'est un acteur en fait qui intervient de nuit. D'accord. Donc là, on a besoin de Biomérieux. Vous nous disiez que la santé avait bien performé. Biomérieux n'a pas pas très bien performé depuis le début de l'année, mais ils font de très bons résultats. On garde. Donc je garde. Stellantis. Stellantis, je garde. Safran. Safran, je conserve. Ça reste très très bien orienté. Essilor Luxottica. Elle a moins bien performé depuis ses publications. Pourtant, elle a fait un carton dans les lunettes Meta Ray-Ban. Et il y a des concurrents en fait qui arrivent. Ça fait peur au marché, mais c'est une occasion de rentrer. D'accord. Atos, ses résultats. Elle vient de publier, donc elle a pas mal, non? Enfin, on est en affaire en baisse, mais rentabilité en hausse. Elle a doublé sa rentabilité d'exploitation. Elle a une vision beaucoup plus optimiste sur la suite et il y a un patron qui s'en occupe. Ça a l'air crédible. Moi, je garderai. Ruby, je conserve. Publicis. Publicis aussi. Alors, ça fait partie de ces acteurs qui ont bien publié, mais qui se font massacrer à cause de l'IA, l'intelligence artificielle. Moi, je garderai pour l'instant. Médincel. Donc c'est une société un peu pépite, je trouve assez intéressante, qui vient d'augmenter son capital. En fait, elle travaille donc dans la schizophrénie. Elle encapsule en fait des produits donc de schizophrénie et elle les libère progressivement dans le temps. Je pense que ça peut être une belle histoire boursière. Qu'est-ce qu'on achète, Eric? Alors, j'achèterais Legrand, moi. Donc c'est plutôt une histoire opportuniste, parce qu'il y a un repli de 13% du titre depuis le début de la guerre. Et pourtant, donc c'est une société qui bénéficie de beaucoup de choses positives. La première, c'est l'électrification de manière générale. On est en train d'électrifier l'économie, donc Legrand en profite. C'est un acteur de basse tension. Pourquoi ça a baissé alors sur le... Prise de profit. On en a parlé d'une manière générale. Oui, parce que je vois pas le rapport avec la guerre en non, c'est juste qu'il y avait beaucoup de profits à prendre. Elle était montée donc sensiblement depuis le début de l'année. Et donc c'est un point d'entrée exactement. On est revenu sur des niveaux de 22 fois les bénéfices, qui est pas bas, mais on était à 26 fois juste avant la baisse et donc elle cassait ses plus hauts. Je la trouve intéressante. C'est plutôt opportuniste. Allez, Céline, elle a l'air toute souriante, là, on va lui faire peur un peu. Donc, vous avez du Barrick. On garde. Vous avez du Michelin. On garde. Vous avez, à chaque fois, ils mettent le logo, donc je ne sais pas le nom, c'est AIA Group. Vous avez du Total Energy. On garde. Vous avez Newmont. On garde. Vous avez du Midi. Midi, oui, on garde. Vous avez du Itaú. Itaú au Brésil, on garde. Vous avez du Trip.com. On sort. Pourquoi? Là, c'est le Booking en Asie. Ouais, donc là, et on a une question sur le business model. C'est pas juste une question de conjoncture, non? Il y a une enquête aussi, je crois, du gouvernement. Et il y a eu, voilà. Enfin, le gouvernement s'est plus mis dessus, mais donc effectivement, on sort. On a du B3. Au Brésil, donc on garde. Et on a du Suji. Ça, c'est au Japon et on garde. Qu'est-ce qu'on achète? Et donc, on achète Ping An, qui est le leader de l'assurance vie en Chine. Pourquoi? Parce que j'ai un coupon de 5% contre des taux longs en Chine qui sont à 1,7%. Donc, des épargnants chinois qui s'intéressent à ce type de valeur. Et puis par ailleurs, on a de la croissance qui vient de la financiarisation du marché chinois, augmentation du niveau de vie, et vous allez utiliser des outils d'épargne et une pénétration de l'assurance qui reste faible en Chine par rapport aux autres pays dans le monde. C'est pas un placement qui est très populaire en Chine? On est à 2,8% de pénétration des produits assurantiels en Chine. On est plutôt à 8, 9 ou 10% dans d'autres pays développés. Pourquoi, en fait? C'est quoi? C'est juste qu'il n'y a pas cette culture-là? Il n'y avait pas cette culture-là. Il y avait un gros biais vers l'immobilier. Oui, c'est ça ce que disait. Donc voilà. Effectivement, voilà. Donc il y a un changement. Alors on est passé de l'immobilier à l'or, d'ailleurs, chez les Chinois. Mais au niveau de la sophistication, quand votre PIB par habitant augmente, on est à quoi? On est à 12 000 euros par habitant aujourd'hui en Chine. Quand on a une progression du niveau de vie par habitant, ça va généralement de concert avec une sophistication de l'épargne. Et sur la Chine, aujourd'hui, en termes de secteur, puisque vous connaissez bien la bourse chinoise, qu'est-ce qu'on a vu là depuis quelques jours ou depuis le début de l'année? C'est quoi les secteurs qui performent le mieux et ceux qui sont le plus sous pression? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait pour l'instant une très belle performance des acteurs de l'Internet ou de la technologie.
que ça soit en Chine, mais également dans toute l'Asie, avec la Corée du Sud, Taïwan. Et on a quand même un retour de flammes vers d'autres secteurs, à la faveur de la désaffection plutôt pour la technologie américaine et pour l'intelligence artificielle, avec d'autres secteurs aujourd'hui qui tirent leur épingle du jeu, plus domestiques, plus locaux, plus liés finalement même aux matières premières. Merci beaucoup. Merci à tous ces invités de Marc. Merci de nous avoir suivis. J'espère qu'on a apporté un peu de clarté dans cet environnement, comme disait Céline tout à l'heure, qui va être un environnement d'incertitude. Donc vous aurez de plus en plus besoin de nous chaque semaine. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une émission dont je peux déjà vous annoncer qu'elle sera exceptionnelle. N'oubliez pas, ça y est, on attaque le mois de mars. En mois de mars, je me suis fixé un objectif. On doit faire notre record de podcast. Donc on a besoin de vous pour nous écouter, nous réécouter, nous voir ou nous revoir en replay, en podcast sur toutes les plateformes. C'est votre argent sur BFM Business.